Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette rentrée de septembre pour un nouvel épisode en solo. Le tout premier de la saison 4. Ça fait un bout de temps que j'ai pas pris le micro pour enregistrer un épisode en solo puisque le dernier date du 1er juillet 2025. Mais comme vous le savez sans doute, il y a eu des épisodes inédits tout l'été avec 2 mini-séries, une avec Laure Lagrange pour tout savoir sur la peau et en prendre soin au quotidien de façon naturelle, et une autre avec Sophie, sexothérapeute, pour se faire du bien à travers des conseils de lecture et 2 histoires érotiques. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller découvrir ces épisodes spéciaux de l'été. Dans ce 66e épisode d'Akibapla Podcast, j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me semble absolument primordial et dont on parle finalement très peu. Il s'agit du lien entre l'environnement et la santé. Alors je dis qu'on en parle peu, mais cet été, si vous avez suivi les actualités, les mots loi du plomb, acétamipride ou encore pétition doivent évoquer quelque chose pour vous. Et c'est finalement le contexte de cet été, marqué par cette fameuse loi du plomb, de canicules très intenses, en tout cas ici dans le sud, et des incendies qui ont détruit à plusieurs reprises le département de l'Aude dans lequel j'habite, ainsi que des régions entières en Espagne, qui m'a poussé à réaliser cet épisode sur les liens entre l'environnement et la santé. Avec cette question, pourquoi on ne peut pas parler de santé sans parler d'environnement ? Dans cet épisode, je vais revenir rapidement sur les actualités de l'été qui ont mis en lumière ce rapport très étroit entre environnement et santé. Et je vous donnerai également quelques chiffres, quelques études qui permettent de prendre conscience de l'impact de notre environnement sur notre santé. Avec finalement un objectif, préserver notre environnement pour préserver notre santé. Petit retour en arrière donc sur le contexte de cet été avec cette fameuse loi du plomb. Alors c'est quoi la loi du plomb ? C'est une loi portée par le sénateur Laurent Duplomb qui vise à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur en France. En clair, l'objectif de cette loi, c'était de permettre l'accélération de projets de méga-bassines, de faciliter la création de méga-fermes et de réautoriser l'usage d'un pesticide très controversé et interdit en France depuis 2018, l'acétamipride. Cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale début juillet 2025 et s'en est suivie une mobilisation citoyenne assez exceptionnelle, surtout en plein été, notamment à propos de la réintroduction de l'acétamipride. L'acétamipride, c'est un insecticide de la famille des néonicotinoïdes qui est utilisé par les agriculteurs sur plusieurs cultures et notamment sur la betterave. Alors on peut se demander pourquoi l'utilisation de cet insecticide poserait problème ? Eh bien, il pose problème à 2 niveaux. En premier lieu au niveau environnemental, car il s'attaque au système nerveux des insectes, et on pense notamment aux pollinisateurs comme les abeilles. Plusieurs études l'ont démontré depuis déjà plusieurs années, notamment une étude de 2015 qui est parue dans la revue Nature. Donc l'utilisation de cet insecticide, il contribue à faire baisser les populations d'abeilles sur le territoire, mais c'est également nocif pour l'environnement dans son ensemble, puisque ces insecticides sont très persistants, et donc ils vont mettre du temps à se dégrader, et ils vont être solubles dans l'eau, donc ils vont aller aussi se répandre un peu partout, et notamment dans les nappes phréatiques. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'acétamipride et autres néonicotinoïdes avaient été interdits en 2018, puis réautorisés par dérogation pour les betteraviers quelques années plus tard. Donc déjà, ça, c'est pas foufou pour l'environnement d'utiliser ce pesticide, mais finalement, qu'en est-il pour notre santé ? Eh bien, vous devez vous en douter, si ça ne fait pas du bien aux abeilles et aux autres insectes, c'est que c'est pas génial pour nous, humains non plus. Donc en 2024, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a analysé plusieurs études scientifiques pour évaluer les propriétés toxicologiques de l'acétamipride. L'EFSA explique n'avoir trouvé aucune preuve de génotoxicité ou de cancérogénicité, mais qu'il y a cependant des incertitudes concernant le rôle de cet insecticide dans la neurotoxicité développementale, c'est-à-dire sur le développement du fœtus ou de l'enfant.
En gros, l'EFSA avoue à demi-mot que l'acétamipride est bien toxique pour les humains. Pour le Conseil national de l'ordre des médecins, dans un communiqué du 30 juillet 2025, le doute n'est pas raisonnable lorsqu'il s'agit d'exposer la population à des risques majeurs, comme les troubles neurodéveloppementaux, des cancers pédiatriques ou des maladies chroniques. Pour la Ligue contre le cancer, la réintroduction de l'acétamipride est un camouflet pour le principe de précaution. Donc on le voit, l'acétamipride n'est pas sans conséquence pour la santé environnementale, qui a ensuite une incidence sur la santé humaine, vu qu'on fait partie d'un tout. Et ça, une partie des citoyens français l'ont bien compris, puisqu'on a assisté cet été à une mobilisation citoyenne exceptionnelle, qui a pris la forme d'une pétition anti-loi du plomb. Cette pétition, elle a été lancée par Éléonore Pateri, une étudiante de 23 ans, et elle a récolté en seulement quelques semaines plus de 2 millions de signatures. Et ce, alors même que la procédure pour signer, elle était assez contraignante, puisqu'il fallait un compte officiel de type impôt, CAF ou autre pour pouvoir s'enregistrer et signer cette pétition. Alors pour en finir sur le feuilleton de l'été, cette pétition, elle a tout de même permis d'enlever cet article de loi visant à réautoriser l'acétamipride en France, puisque le Conseil constitutionnel l'a jugé non conforme le 7 août dernier. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui illustrent les effets de notre environnement sur notre santé. Et je vais vous donner juste après d'autres exemples de liens que l'on peut faire entre environnement et santé. Mais pour clôturer ce chapitre sur la loi du plomb, ce qui m'a marqué, c'est vraiment cette mobilisation des citoyens. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a toujours des personnes qui se mobilisent ou qui se sont mobilisées au fil des décennies lorsque des projets ou des lois ont porté atteinte à notre environnement. Alors oui, c'est vrai, mais cette fois-ci, et de plus en plus souvent, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience de plus en plus large parmi les citoyens. Comme si on était de plus en plus à ouvrir les yeux et à se dire, ce qui est en train de se passer n'est plus possible, on doit faire quelque chose. Et cette tendance, elle se retrouve dans les sondages. En mai 2025, l'Office français de la biodiversité a mandaté l'Institut Harris pour réaliser une enquête sur les Français et l'environnement. Et ce qu'on retrouve dans cette enquête, c'est que 91% des personnes interrogées se disent préoccupées par les enjeux environnementaux, notamment par exemple par la pollution de l'eau. J'aimerais partager maintenant avec vous d'autres chiffres qui montrent les liens entre environnement et santé. Alors déjà un premier chiffre de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, que je cite souvent dans les épisodes de podcast. L'OMS estime que 23% des décès et 25% des pathologies chroniques dans le monde peuvent être attribués à des facteurs environnementaux et comportementaux comme la qualité de l'eau, de l'air, de l'alimentation, l'exposition au bruit ou aux produits chimiques par exemple. Et je trouve que c'est absolument fou de voir qu'aujourd'hui, en 2025, un quart des personnes malades le sont à cause de notre environnement. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser, mais un quart, c'est absolument énorme. Et c'est là où je trouve que le lien entre environnement et santé devient une évidence. On voit clairement que notre environnement se dégrade, notamment à cause des actions humaines, et notre environnement, en se dégradant, en devenant malade, nous rend également malades. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que l'on fait partie d'un tout. On ne peut pas se dissocier de notre environnement. Il y a également des études qui montrent que l'exposition aux perturbateurs endocriniens peut entraîner des problèmes de fertilité, comme réduction de la qualité et de la quantité des spermatozoïdes chez l'homme, ou encore insuffisance ovarienne ou fausse couche chez la femme. La pollution de l'air est également responsable d'asthme, d'AVC ou de diabète de type 2, c'est ce qu'a démontré Santé publique France en janvier 2025. Et pour finir, il existe aussi des pollutions dites invisibles. En 20 ans, par exemple, dans le pays, le nombre de bandes de fréquences des antennes relais a été multiplié par 17. Alors si l'impact pour la santé de l'exposition aux ondes électromagnétiques ne fait pas encore consensus parmi les scientifiques, il y a tout de même le Centre international de recherche contre le cancer, le CIRC, qui a classé les radiofréquences comme cancérogènes possibles pour l'homme. Alors pourquoi je vous donne autant d'exemples? Eh bien tout simplement pour se rendre compte de l'impact que peut avoir notre environnement sur notre santé. Puisque au quotidien, on ne se pose pas forcément la question, on ne fait pas forcément attention à tout ça parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire, à gérer, etc. Mais on voit à quel point notre cadre de vie, nos habitudes de vie ont un impact positif ou négatif sur notre santé à long terme. Et ça, c'est aussi ce dont je vous aide à prendre conscience lors d'un accompagnement de naturopathie. La naturopathie, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais je vais le redire ici, ce n'est pas seulement l'alimentation ou la gestion du stress,
puisque l'environnement dans lequel on vit aura tout autant d'impact que ce qu'on va mettre dans notre assiette ou de comment on va dormir. Et là, j'aimerais soulever un point important. En naturopathie, on donne des conseils personnalisés pour que la personne accompagnée, elle puisse retrouver de la vitalité et une pleine santé. Et en ce sens, on responsabilise la personne vis-à-vis de sa santé en lui donnant les clés pour en prendre soin. Et ça, je trouve que c'est très bien, puisque contrairement à la médecine classique où la personne est un patient entre guillemets, là en naturopathie, la personne, elle va être actrice de sa santé. Et encore une fois, je n'oppose pas médecine et naturopathie, ce sont deux approches différentes et deux approches complémentaires qui, je l'espère, vont de plus en plus coexister. Donc ça, c'est très bien de rendre les personnes actrices de leur santé. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, que j'ai voulu montrer dans cet épisode, c'est que l'on vit dans un environnement donné et que cet environnement, il a des conséquences positives ou négatives sur notre santé. Et ça, finalement, ça fait partie des responsabilités individuelles, puisque chacun et chacune, nous pouvons prendre soin de notre environnement, à commencer par exemple par ne pas jeter ses déchets un peu partout ou ses mégots de cigarettes par la fenêtre de la voiture. Mais la protection de l'environnement, elle passe aussi par quelque chose de beaucoup plus collectif, quelque chose qui nous dépasse et sur lequel on n'a pas forcément la main. Donc c'est un peu illusoire parfois de dire aux gens si vous êtes malade c'est de votre faute parce que vous n'avez pas assez bien pris soin de vous, alors même qu'on vit dans un environnement qui est de plus en plus pollué et toxique pour notre santé. C'est même hypocrite, je trouve, de dire ça. Alors si on veut être en bonne santé, évidemment que l'idée c'est de prendre soin de soi et de respecter ses besoins physiologiques, de respecter son corps, mais ça ne suffira pas si on continue d'évoluer dans un environnement pollué et dégradé. Cet épisode arrive à sa fin et il n'avait pas vocation à vous mettre le moral à zéro dès la rentrée, mais je trouvais que c'était important de parler de ce lien qu'on aborde très peu en naturopathie, qui est le lien entre l'environnement et la santé. On en parle peu, notamment en formation de naturopathie, alors que pourtant, comme on l'a vu, il est fondamental. Et là, je parle même pas de ce qui peut se passer au point de vue énergétique par rapport à notre santé. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour prendre soin de l'environnement ? Est-ce que c'est pas un petit peu vain de penser qu'on peut agir et qu'on peut faire des choses ? Alors je vous épargne les traditionnels tri des déchets, éteindre les lumières, ne pas laisser l'eau couler pendant qu'on se brosse les dents. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de choisir des dirigeants qui vont œuvrer pour la préservation de la planète. Pour moi aujourd'hui, en 2025, prendre soin de l'environnement, ça devrait être notre première source de préoccupation. Et comme le dit si bien ce proverbe indien, et c'est par là que je terminerai, quand le dernier arbre aura été coupé, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été attrapé, seulement alors l'homme se rendra compte que l'argent ne se mange pas. Et je vous conseille la lecture de Pierre Rabhi et de son ouvrage Vers la sobriété heureuse, que j'ai eu la joie de relire cet été. Tellement de sagesse dans ce petit livre, ça devrait vraiment être enseigné à l'école, mais ça c'est un autre débat. N'hésitez pas à réagir à cet épisode en m'envoyant un message sur mon compte Instagram @nature-8audrey. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Et nous on se retrouve mardi prochain pour une interview réalisée à Albi dans le Tarn avec une invitée solaire qui ne vous laissera pas indifférent. À très vite. C'était Akiba Plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.